Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer ce webinaire dédié à l'appel à projet soutien des programmes nationaux d'accompagnement d'entreprises de l'ESS. Je vois que les participants continuent à se connecter. J'attends encore 30 secondes avant de réellement démarrer. Rebonjour à tous. Donc, on va démarrer ce webinaire dédié à l'appel à projet du Fonds social européen Plus porté par la VIS sur le soutien des programmes nationaux d'accompagnement d'entreprises de l'ESS. Je vais d'abord vous rappeler qu'en fait, on est sur un format webinaire, c'est-à-dire qu'il y a deux endroits où vous pouvez écrire. Vous ne pouvez pas parler en tant que participant. En revanche, vous avez une partie de chat, donc la partie discussion, sur laquelle vous pouvez interagir de la manière dont vous souhaitez avec l'ensemble des participants. Et si vous avez des questions à poser aux intervenants, vous les mettez vraiment dans la partie Q&R, donc qui est juste à côté de l'onglet discussion, de manière à ce que nous, on puisse les lire et vous y répondre à l'oral ou à l'écrit. Il y aura différents temps de questions-réponses à l'oral pendant ce webinaire. Alors, je suis moi, Cécile Leclerc, je suis la directrice générale de l'AVIS. Et du coup, je vais introduire ce webinaire en vous présentant très rapidement l'AVIS et le Fonds social européen. Je vais également après vous présenter le contenu de l'appel à projet. Puis mes deux collègues, Yasmine et Amélie, vous présenteront à la fois comment on dépose son dossier de candidature sur ma démarche FSE et comment on renseigne son plan de financement lié au projet déposé. Et donc, il y aura une partie de questions-réponses à la fin de la présentation de l'appel à projet et une partie à la fin des deux présentations plus techniques sur la question du FSE elle-même. Avant de me lancer, et c'est important qu'on sache qui vous êtes. Et du coup, je vous remercie de bien vouloir répondre au sondage qui s'affiche sur votre écran. Je le lance. Le voilà. Ça nous permet de savoir si on a face à nous des porteurs de projets ou futurs porteurs de projets, donc des acteurs qui connaissent déjà très bien le Fonds social européen ou au contraire qui ne le connaissent pas du tout ou qui le connaissent un petit peu, de savoir si vous avez déjà répondu à un appel à projet de l'AVIS, si vous avez déjà été lauréat d'un projet de l'AVIS et quel est votre niveau de connaissance sur les fonds européens. Quelques personnes qui n'ont pas répondu. Alors, je mets... Ah non, vous continuez à répondre. Bon, je mets fin au sondage. On a une bonne palette de personnes qui ont répondu. Et je partage les résultats. Donc, vous avez, pour la moitié, pas bénéficié aujourd'hui de FSE et pas répondu du coup à un appel à projet. Et pour ceux qui ont répondu, j'imagine, vous êtes du coup, il y en a 8 qui ont déjà été lauréats. Voilà. Aucune expérience des fonds européens. Bon, tout ça est parfait, c'est-à-dire qu'on est bien ensemble pour justement répondre, présenter un petit peu ce que c'est que le Fonds social européen et que vous ayez du coup en tête les dimensions les plus importantes pour pouvoir y répondre et surtout gérer du Fonds social européen après. Je vais
d'abord vous dire pourquoi la VISE lance cet appel à projet et rapidement ce qu'est le Fonds social européen. Donc, la VISE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. C'est une association d'intérêt général qui, très concrètement, a 4 leviers d'action pour opérer au niveau national. Et le dernier, c'est celui justement du financement dont on va parler aujourd'hui. Le premier levier d'action, c'est le fait de outiller les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Alors, on les outille en produisant du coup un certain nombre de ressources, de guides. Vous trouvez toutes ces ressources sur notre site avis.org. Et donc, vous aurez à la fois des cartographies d'acteurs pour bien vous orienter vers des accompagnateurs ou des financeurs. Vous aurez des dossiers sectoriels, vous aurez des portraits d'entrepreneurs, vous aurez voilà, des décryptages divers et variés. Vous aurez de l'actualité sur les différents appels à projets lancés par l'écosystème au niveau national. Donc, je vous encourage fortement à vous inscrire à la newsletter avis.org qui vous permet de suivre les dernières publications, ressources mises en ligne et les appels à projets, notamment ceux qu'on peut lancer, nous, au titre du Fonds social européen. Donc ça, c'est la partie outillage et rendre accessible au plus grand nombre, porteurs de projets et parties prenantes, l'ensemble des ressources. Notre deuxième levier d'action, c'est celui de, puisqu'on est au niveau national, de favoriser les échanges et la professionnalisation des acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents localement. Donc, on est un animateur de communauté d'acteurs de l'accompagnement. Et on anime, par exemple, la communauté émergence et accélération qui réunit les incubateurs, accélérateurs dédiés à l'innovation sociale et à l'économie sociale et solidaire. Il y a plus de 200 dispositifs dans cette communauté et l'intérêt, c'est qu'ils puissent échanger sur leurs problématiques communes et leurs compétences au sein de cette communauté. On est aussi l'opérateur au niveau national du DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif de politique publique présent partout en France, dans chaque département, dans chaque région, et qui accompagne plus de 5000 structures de l'ESS chaque année. Encore une fois, des structures, et je vais faire le lien après avec cet appel à projet, qui du coup sont présentes localement avec un accompagnement individuel ou collectif, mais qui est territorialisé. Troisième levier d'action, celui d'accompagner en propre, de faire de l'ingénierie de programme d'accompagnement sur des enjeux nationaux, sur des enjeux de changement d'échelle. Donc, c'est par exemple ce qui nous amène à être l'opérateur du programme PINS, qu'on conduit en partenariat avec la Fondation Massif. Il y a un appel à projet qui est en cours actuellement et qui est un programme qui permet d'accompagner des innovations sociales en essaimage territorial en France. Donc, nous, quand on va faire directement de l'ingénierie de programme d'accompagnement, c'est quand ça aura du sens au niveau national de travailler sur une thématique très précise ou de travailler sur des enjeux vraiment de changement d'échelle. Et quatrième levier d'action pour accompagner le développement de l'ESS, le financement à travers le Fonds social européen plus. Donc, on est organisme intermédiaire du Fonds social européen plus depuis longtemps. Et ça nous amène du coup à disposer de FSE pour pouvoir concevoir des appels à projets et du coup financer des projets dédiés, bien sûr, à notre sujet, donc tout ce qui tourne autour du développement de l'économie sociale et solidaire à un niveau national. Donc, on va financer, en ce moment, il y a un appel à projet en cours sur l'ingénierie et l'outillage en matière d'évaluation d'impact social. Aujourd'hui, on va parler de programmes nationaux d'accompagnement et on aura dans l'année un autre appel à projet dédié au financement du changement d'échelle d'innovation sociale. Donc, voilà pour la présentation rapide de la VISE. Le Fonds social européen plus, peut-être pour ceux qui le connaissent peu, il fait partie des fonds européens structurels et d'investissement. Donc concrètement, c'est 5 fonds qui permettent de réduire les écarts de développement entre les différentes régions de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et ça s'inscrit du coup officiellement dans la stratégie de croissance de l'Union européenne, dont l'objectif du coup est d'avoir une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale, plus proche des citoyens. Le FSE, lui, il est vraiment dédié à l'emploi durable, l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'éducation et la formation. Et il s'adresse en priorité aux groupes les moins qualifiés, donc les plus exposés au chômage et à l'exclusion.
C'est un fonds européen au niveau du coup de l'Union européenne, mais il se décline par État membre et par région. Et donc en France, on a des autorités de gestion, donc ceux qui gèrent ce Fonds social européen plus. On en a deux natures. On a l'État qui définit un programme national et on a les conseils régionaux qui définissent des programmes régionaux pour une période de 7 ans. Donc là, on est dans la stratégie de programmation 2021-2027. Et c'est ce cadre-là qui permet aujourd'hui à la VISE, au sein du programme national, de lancer un appel à projet. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre et d'aller plus loin, vous pouvez lire le programme national au niveau central. Et nous, on émarge à la priorité 4 de ce programme. Et justement, si vous voulez ne pas lire dans le texte le programme national français, vous pouvez également lire un cahier pratique que vient de sortir la VISE, qui s'intitule « Comment fonctionne le Fonds social européen plus » et qui présente justement la programmation 21-27 ainsi que la manière dont on peut gérer un projet cofinancé par le FSE+. On va aujourd'hui dans ce webinaire vous dire un certain nombre de choses qui sont présentes dans le cahier pratique. Donc, on vous met dans le chat le lien vers ce cahier pratique. On l'a vraiment voulu comme un outil très, voilà, à la portée de chaque porteur de projet, y compris de ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas du tout le FSE+. Je vous présente maintenant l'appel à projet lui-même, donc son contenu, et puis on présentera après, je vous l'ai dit, les différentes, le différent cadre et conditions pour pouvoir bien y répondre. Alors, c'est un appel à projet. Je pense que si vous êtes aujourd'hui face à ce webinaire, c'est que vous l'avez peut-être déjà lu, mais je vais le rappeler. C'est un appel à projet qui a pour objectif de soutenir des programmes nationaux d'accompagnement d'entreprises de l'ESS, avec deux propositions d'objectifs pour ces programmes. Soit c'est des programmes d'entreprises en changement d'échelle, soit c'est des programmes d'accompagnement d'entreprises qui vont intervenir sur des finalités sociales environnementales, sur une activité, un secteur d'activité, sur une thématique, un public cible, pour lesquels il n'y a pas aujourd'hui de réponse en matière d'accompagnement suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins et pour lesquels, on y reviendra sans doute, du coup, la dimension nationale est pertinente. Donc, qu'on voit bien que sur le sujet du changement d'échelle et notamment de l'essaimage territorial du coup d'une entreprise d'un territoire à un autre, a priori, ce n'est pas une réponse locale, par exemple d'un programme, d'un incubateur implanté sur un territoire qui va permettre d'y répondre parce qu'il n'accueillera pas, il ne sera pas dans les dynamiques de changement d'échelle avec une approche de l'ensemble du territoire national. Et sur le deuxième point, c'est bien aussi de se dire que sur certaines thématiques très ciblées, alors je ne vais pas dire un secteur d'activité, mais même une activité au sein d'un secteur d'activité, on peut imaginer justement qu'il n'y ait pas qu'il y a un intérêt à avoir un programme collectif et une promotion de porteurs de projets qui soient accompagnés ensemble sur une problématique similaire, parce qu'ils vont partager des enjeux communs, des enjeux de modèle économique, de gouvernance, de stratégie globalement de développement. Et du coup, nous, on se dit que ça fait sens de les réunir au sein d'un même programme. Et on peut imaginer qu'il n'y ait pas suffisamment de porteurs de projets à l'échelle d'un bassin de vie, d'un département, d'une région, pour pouvoir accompagner, par exemple, une dizaine ou une quinzaine de porteurs de projets de la même activité ou répondant à une même problématique, une même finalité sociale ou environnementale. Donc, c'est pour ça qu'on lance cet appel à projet pour faire émerger ou accompagner le déploiement de programmes qui ont du sens au niveau national, donc qui seront donc accessibles à des porteurs de projets de tout le territoire français pour pouvoir être accompagnés. Dans les actions attendues, du coup, on a bien spécifié. En gros, il y a peut-être deux niveaux de développement du programme. Soit le programme national d'accompagnement, il n'existe pas du tout. Et du coup, le FSE va pouvoir cofinancer la conception du programme, son ingénierie
et son lancement, j'ai appelé expérimentation s'il n'existait pas du tout, ou alors c'est un programme national d'accompagnement qui existe, qui a peut-être été expérimenté et pour lequel vous souhaitez le déployer, le faire grandir et du coup vous proposer qu'il puisse être cofinancé par du Fonds social européen plus pour pouvoir avoir une envergure plus importante. Ce qui est sûr, c'est que dans les actions attendues, et ce sera le cas de l'ensemble des appels à projets FSE lancés par la VISE, il y a aussi des actions de capitalisation sur l'accompagnement réalisé, d'évaluation des résultats qui sont attendus. Donc ça, c'est bien sûr obligatoire dans le sens où vous avez besoin, j'imagine, forcément de capitaliser vous-même sur votre propre action, mais l'enjeu, c'est bien de capitaliser pour le plus grand nombre. Donc, c'est vraiment de pouvoir retirer les bénéfices en matière d'évaluation et de capitalisation et pouvoir partager avec d'autres accompagnateurs les résultats du programme d'accompagnement qui aurait pu être lauréat pour qu'encore une fois, collectivement, on progresse sur ces enjeux de programmes nationaux d'accompagnement. Quels sont les critères d'éligibilité? Les critères d'éligibilité, ce sont en termes de porteurs de projets, de candidats. Ce sont toutes les structures appartenant à l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 de la loi ESS. Donc, qui définit comme appartenant à l'ESS de droit les structures qui ont un statut de l'ESS, association, mutuelle, coopérative, fondation, et les sociétés commerciales, donc un statut commercial, à partir du moment où elles ont l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. En termes d'éligibilité temporelle, donc de période sur laquelle le projet va se dérouler, on est sur des projets qui peuvent durer entre 1 an et 3 ans et qui pourront avoir démarré à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. C'est-à-dire que quand vous répondez, vous pouvez intégrer des actions du coup rétroactivement qui auront commencé au 1er janvier 2023. C'est pour ça que c'est absolument essentiel d'écouter l'ensemble du webinaire de manière très attentive, puisque le FSE, en termes de reporting, de suivi, de mise en concurrence, de comptabilité analytique, a des exigences pour contrôler que vous avez bien utilisé ces financements à destination du projet, qui vont du coup être assez très précises et strictes. Et du coup, c'est bien important que vous les ayez en tête si vous voulez qu'il y ait des dépenses qui soient prises en compte depuis le 1er janvier 2023. En termes de périmètre géographique, je l'ai dit tout à l'heure, la VISE, elle lance, c'est un acteur national qui émarge au programme national du FSE+, et donc l'ensemble de nos appels à projets doivent avoir une dimension nationale. Dans le cadre de cet appel à projet, c'est le fait que le programme, donc vraiment on veut financer des programmes, pas de l'accompagnement individuel en face à face. Il peut y avoir des briques d'accompagnement individuel, mais c'est dans le cadre d'un programme avec du coup des briques collectives et une promotion. Et donc, il faut que ce programme il soit ouvert à tout porteur de projet du territoire national. Il faut également que ce sur quoi on va capitaliser en termes de programmes d'accompagnement, de résultats, d'outillage, de méthodologie du coup élaborée à partir de l'expérimentation ou du déploiement, ça puisse être diffusé au niveau national et profiter au plus grand nombre, je le disais tout à l'heure. En termes d'éligibilité financière, l'appel à projet, il demande à ce qu'il y ait un montant de FSE minimum de 50 000 € sur toute la durée du projet. On n'indique pas de montant maximum. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, vous allez élaborer un plan de financement qui doit correspondre à votre besoin le plus près possible de ce qui vous semble le plus juste sur toute la durée du projet. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le FSE+, il intervient en cofinancement et cet appel à projet, il indique que le taux de cofinancement maximum du FSE+, il est de 50% du coût total éligible. On reviendra plus tard dans le webinaire sur qu'est-ce qu'un coût total éligible, donc je ne vous en dis pas plus maintenant.
dans les autres critères d'éligibilité du programme, qu'est-ce qu'on va analyser au cours de l'instruction des projets? On va analyser surtout la manière, bien sûr, dont vous avez défini votre programme d'accompagnement. Donc, nous, on a besoin de savoir pourquoi vous proposez un programme sur telle thématique. Je vous l'ai dit, on est vraiment sur des programmes d'accompagnement ciblés sur des thématiques, des secteurs d'activité, des publics particuliers. Et donc, on a besoin que vous nous disiez en quoi cette thématique, c'est une thématique à enjeu pour l'économie sociale et solidaire, à enjeu pour globalement la société française et comment ça anticipe des mutations économiques, sociales, environnementales. On a aussi besoin que vous nous justifiez pourquoi c'est pertinent et plus pertinent d'avoir un programme au niveau national que d'avoir un programme en proximité territorialisé. Donc, c'est tout ça qu'il faudra décrire dans la réponse à l'appel à projet. On a également besoin que vous nous disiez quelle est la valeur ajoutée du programme par rapport à un accompagnement individuel. Enfin, en gros, que vous nous décriviez toutes les modalités du programme, la taille de la promotion, comment vous allez sourcer les projets, quelle va être la durée du programme, quelles sont les modalités d'accompagnement, de l'accompagnement collectif, du co-développement, du transfert de savoir-faire, de la mobilisation d'experts, etc., etc. Et quels résultats vous visez dans le cadre de ce programme. Et bien sûr, ce qui découle de ce que j'ai demandé plus haut, à savoir de justifier de la pertinence du programme à un niveau national, ça vous invite également à nous dire en quoi votre programme il va s'inscrire dans un écosystème d'accompagnement en complémentarité ou en articulation avec d'autres dispositifs. Pour nous, vous avez compris quand j'ai présenté la VIS que du coup, voilà, notre mission, c'est de se concentrer sur vraiment les enjeux de structuration d'un écosystème de l'accompagnement, quels que soient les stades de développement d'un projet sur tout le territoire national. C'est pour ça qu'on anime les communautés d'acteurs de l'accompagnement qui ne sont pas du tout des avises, hein, qui sont tous les autres dispositifs qui peuvent se créer sur les programmes. Et notre enjeu, c'est d'essayer par cet appel à projet de combler des trous dans la raquette en termes de besoins d'accompagnement au niveau national. Et donc, c'est vraiment important qu'on comprenne comment vous vous articulez. Alors, j'ai mis notamment, bien sûr, avec le dispositif local d'accompagnement, le DLA, qui accompagne au niveau départemental, régional, de manière individuelle et de manière collective, justement, les thématiques et les dimensions qui lui semblent avoir du sens et pour lesquelles il y a des porteurs de projets qui, du coup, des dirigeants d'entreprises de l'ESS qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, on a besoin que vous nous expliquiez comment votre projet s'inscrit dans ce paysage. Ce que vous avez pu lire aussi dans l'appel à projet, c'est que en termes de capitalisation, donc je vous disais, il y a vraiment une obligation à pouvoir capitaliser sur votre programme et à diffuser les enseignements. Et nous, on veut profiter, c'est pour ça qu'on est organisme intermédiaire tout en étant agence d'ingénierie pour développer l'ESS, on veut profiter de cet appel à projet pour favoriser le transfert de bonnes pratiques d'un programme à un autre et favoriser notre montée en compétences collectives sur les enjeux d'accompagnement au niveau national. Et du coup, on constituera avec l'ensemble des lauréats de l'appel à projet une plateforme de programmes nationaux d'accompagnement de l'ESS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une plateforme? C'est-à-dire qu'on mettra de la visibilité web déjà, bien sûr, pour présenter l'ensemble des programmes qui seront lancés. Premier objectif, qu'un porteur de projet puisse être plus facilement orienté vers le programme qui lui convient. Et du coup, ça arrivera en complémentarité des cartographies que nous, on a déjà réalisées pour orienter vers des programmes plus dédiés à l'incubation ou à la consolidation. Donc, du coup, c'est vraiment de compléter cette cartographie de programmes nationaux d'accompagnement et de donner de la lisibilité. On sait qu'il y a un écosystème de l'ESS en France qui est plutôt riche. En revanche, le porteur de projet, il n'a pas forcément la lisibilité nécessaire pour pouvoir bien s'orienter. Donc, il y aura une plateforme de mise en visibilité, mais cette plateforme, c'est également une communauté
de lauréats accompagnateurs. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous réunir en groupe de travail, les lauréats. Alors, on l'a déjà fait à l'occasion de précédents appels à projets. C'est de vraiment, alors je ne sais pas, on n'a pas encore défini le programme et on le définira en fonction des lauréats pour que ce soit le plus adapté possible. Mais c'est peut-être 2 à 3 réunions de travail par an. Il y aura sans doute une mailing list commune, etc., pour faciliter le transfert de bonnes pratiques, pour capitaliser sur les méthodologies, mais tout au long de l'élaboration des programmes, pas forcément en version finale. L'idée, c'est vraiment qu'on s'enrichisse les uns les autres dans ces dynamiques de programmes d'accompagnement. Et on s'est dit, bien sûr, que ça pouvait favoriser la structuration de collectifs d'acteurs autour de dynamiques de filières si dans les programmes, on a des programmes qui sont interconnectés en termes de public cible, de thématiques ou d'activités. Voilà. Et je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Là, j'avais mis la cartographie des appels à projets qu'on a pu lancer sur la période 2017-2020. C'est la première fois qu'on lance l'appel à projets sur les programmes nationaux d'accompagnement. Donc, ce que vous voyez là, c'est le lauréat à la fois de l'appel à projet changement d'échelle, celui qu'on avait pu lancer sur les coopérations économiques territoriales, celui qu'on avait pu lancer pour soutenir les fabriques à initiative qui opéraient dans les territoires fragiles, celui qu'on avait déjà lancé sur l'évaluation d'impact social. Donc là, je vous l'ai dit, il y en a un en cours actuellement, mais qui est plus ciblé sur du développement d'outils sectoriels, etc., etc. Donc, on a voilà, un certain nombre de lauréats à nos appels à projets, mais on va en avoir davantage sur la période 2021-2027 parce que pour le coup, on a une enveloppe globale de FSE+, en pilotage qui s'est accrue. J'arrive à la fin de la présentation du contenu. Si vous avez posé des questions-réponses, je vais du coup m'adresser à ma collègue qui est à côté de moi pour qu'elle puisse formuler les questions qui vous semblent intéressantes à chacun pour pouvoir y répondre à l'oral. Tout à fait. Sur la partie programme, première question, Cécile. Est-ce qu'un programme d'accompagnement d'une fédération à destination de ses adhérents est éligible sur cet appel à projet? Alors, c'est une excellente question. Alors, dans le cadre la réponse est non. C'est-à-dire que si le programme national d'accompagnement il est restreint à vos adhérents, donc la condition pour y répondre, c'est d'avoir adhéré à la tête de réseau, pour le coup, c'est non, puisque du coup, ça veut dire qu'on n'a pas un programme ouvert à tout porteur de projet sans condition d'adhésion à un réseau. Deuxième question, si le porteur de projet postule pour la phase de conception du programme d'accompagnement, est-ce que c'est éligible et de quelle façon ça doit être rédigé dans la réponse à l'appel à projet? C'est encore une bonne question. Vous avez vu, on autorise des projets entre 1 an et 3 ans. Et du coup, en effet, si vous souhaitez déposer uniquement la phase de conception, c'est possible. Et du coup, dans l'appel à projet, quand vous allez décrire le projet, vous allez décrire ce que vous cherchez à faire et comment vous allez le faire. Et donc, comment est-ce que vous allez concevoir cette phase de conception? Ce qu'on imagine en effet, c'est qu'en fonction du caractère innovant ou complexe des thématiques retenues, il puisse y avoir en effet des phases de conception qui puissent être plus ou moins longues. Donc, c'est bien tout ça qu'il faudra décrire pour pouvoir être éligible. Alors, évidemment, si vous souhaitez déposer que la phase de conception sans son expérimentation, il faut quand même que dans votre réponse, vous nous expliquiez comment vous allez après chercher à expérimenter ou en tout cas à mettre en œuvre ce programme d'accompagnement, puisque nous, si on finance de la conception, on veut être le plus sûr possible que la phase de mise en œuvre, elle aura bien lieu. Donc, ça peut être aussi en nous expliquant quel est le relais de financement pour la phase de mise en œuvre. Question suivante sur l'éligibilité géographique. Avec un exemple concret, si le programme est porté et lancé en Alsace, donc avec des porteurs de projets alsaciens, et ce projet se lance sur d'autres territoires, par exemple en Lorraine ou en Martinique,
Il n'est donc pas accessible pour l'instant au niveau national. Est-ce qu'il est éligible? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, tel qu'on a conçu le programme, non, il n'est pas éligible. Parce qu'on a vraiment, et c'est précisé clairement dans l'appel à projet, la condition d'éligibilité, c'est que tout porteur de projet au niveau national puisse répondre. Donc, on ne l'a pas conçu comme l'essaimage territorial d'un programme d'accompagnement local qui se reproduirait dans d'autres territoires. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas, nous, au niveau national, financer de programmes qui ne seraient que dans une région. Pourquoi? Parce que les autorités de gestion, que sont les conseils régionaux, portent les programmes à destination de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale et financent, s'ils le souhaitent, l'accompagnement à l'ESS et à l'innovation sociale dans leur territoire. Donc, nous, on propose des appels à projets qui ont une dimension nationale et qui, du coup, ça s'appelle des lignes de partage entre les différents programmes. Et nous, on propose de financer des projets qui ne seraient pas financés par un conseil régional. Il répond quoi à la question, la compatibilité du programme avec la participation à un programme FSE+ régional? Alors, c'est une très bonne question également. Les fonds européens, et c'est tout à fait normal, bien sûr, contrôlent les risques de double financement par plusieurs fonds européens, que ce soit du FSE ou d'autres fonds structurels européens. Et donc, sur un même programme, ce n'est pas possible de faire intervenir du FSE+, d'où qui viennent, et notamment régional, et le FSE+, qu'on attribue dans le cadre de cet appel à projet, parce que ce serait impossible de pouvoir réellement démontrer qu'il n'y a pas eu de double financement, du coup, d'une même action, d'une même dépense, d'un même temps passé sur le projet. Question plutôt programme maintenant. La dimension collective de l'accompagnement est très présente dans l'appel à projet. Est-ce que le programme d'accompagnement de l'incubateur peut aussi inclure un accompagnement plus individualisé des porteurs de projets? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait souvent aussi la différence et la qualité dans l'intensité d'avoir ces temps d'accompagnement individuel. Donc, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne veut pas financer, c'est de l'accompagnement strictement individuel. Donc, du coup, dans lesquels il n'y aurait pas la notion de programme, moins la notion de programme, il n'y aurait pas la notion de promotion, et il y aurait peut-être du coup voilà, moins la notion de dynamique collective. Nous, on veut vraiment, et c'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit sur des activités ou des publics ou des thématiques précises, et une dimension collective qui soit enrichissante pour chacun. Donc oui, par contre, bien sûr, il peut y avoir des briques d'accompagnement, quel que soit le format, qui soit individuel. Est-ce qu'une tête de réseau nationale de l'IAE peut-elle prétendre, sans logique d'adhésion obligatoire, au réseau? Prétendre au programme. Oui, bien sûr. Oui. Une tête de réseau, quelle qu'elle soit, y compris de l'IAE bien entendu, peut être candidate à cet appel à projet, bien sûr. Et en effet, comme je le disais tout à l'heure, à condition qu'il n'y ait pas la contrainte pour les porteurs de projets qui répondraient au programme d'adhérer au réseau. Autre question, mais je pense que tu avais déjà réfléchi, mais on va en reposer pour que ça soit bien clair. Est-ce que l'accompagnement de porteurs de projets sur une thématique projet associatif qui essaime nationalement est finançable? Pardon, est-ce que l'accompagnement sur une thématique, mais qu'est-ce que c'est, la thématique ou le programme? La thématique, de la façon dont la question est formulée. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. En tout cas, si c'est un programme accessible à des porteurs de projets sur tout le territoire français, après, il n'y a pas de conditions sur la thématique. Enfin, c'est une thématique du coup qui
Si le programme il permet de faire essaimer la thématique, ça rentre bien dans l'appel à projet. C'est-à-dire qu'un même programme qu'on duplique d'un territoire à un autre et qui à chaque fois prend des porteurs de projets que de son territoire, ça je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas éligible. En revanche, un programme qui va intégrer des porteurs de projets pour que eux, ils puissent du coup essaimer la thématique, la réponse à un besoin social justement sur leur territoire, ça oui, bien sûr, ça rentre dans les projets éligibles. Question suivante, l'appel à projet qui s'intègre du coup dans la priorité 4 du FSE+, est-ce que le programme doit impliquer une création directe d'emplois? Alors, c'est une bonne question. Je vous le disais en introduction, le FSE+, il est très centré sur les enjeux d'emploi et de création d'emplois et de consolidation d'emplois de qualité. La priorité 4, elle est un peu spécifique puisqu'elle est dédiée à l'économie sociale et solidaire, elle est dédiée aux enjeux d'ingénierie, d'outillage, d'accompagnement. Et du coup, on est moins sur des actions directes en faveur de l'insertion professionnelle de l'emploi que dans d'autres priorités. Donc, ce qui est sûr, c'est que je me tourne vers mes deux collègues. Est-ce que dans le questionnaire, quand on répond dans le dossier, il y a la question de l'emploi qui est clairement posée ou pas? Non, je ne crois pas. Donc, c'est que de manière transversale aussi. Voilà, donc on est bien sur un enjeu, la question ne sera pas posée et du coup, vous pouvez nous dire en quoi, vous comprenez que c'est un programme d'accompagnement, il y a deux choses qui vont jouer. Vous allez peut-être, par définition, il y aura des RH, donc il y aura de l'emploi direct accompagnateur, mais surtout, vous allez accompagner des projets qui, eux, par définition, puisque ce sont des enjeux d'accélération de changement d'échelle, vont créer de l'emploi. Et donc, cette création d'emplois indirecte, c'est ce qui fait qu'il y a une priorité 4 qui rentre bien dans l'enjeu du FSE+. Mais on est sur des choses qui peuvent être indirectes. En revanche, quand vous nous présentez votre projet et que vous nous dites les résultats attendus pour votre programme d'accompagnement, ça peut être intéressant que vous nous disiez, au-delà des X entreprises de l'ESS que vous allez chercher à accompagner, ce que vous souhaitez que ces entreprises, comment vous souhaitez qu'elles se développent. Et du coup, si vous avez, sans que ce soit trop artificiel bien sûr, vous, des objectifs en termes de déploiement et de création d'emplois, vous pouvez les mentionner. Une question sur remonte un peu d'un niveau, plutôt sur la programmation. Pourquoi la date de fin d'éligibilité est au 31 décembre 2025 alors que la programmation court jusqu'en 2027? Alors, c'est une bonne question. En fait, les programmations durent 7 ans, mais les projets ne peuvent pas durer plus de 4 ans. Et donc, nous, là, on a choisi d'avoir différentes phases de lancement d'appel à projet. Et donc là, on propose un projet sur 3 ans maximum, sachant qu'on se réserve la possibilité, bien sûr pas automatique, de pouvoir, par voie d'avenant, prolonger d'une année pour atteindre justement la 4e et dernière année possible, la durée de vie d'un projet. Et on aura, tout au long de la programmation, des lancements d'appels à projets pour pouvoir couvrir les périodes jusqu'en 2027. Question suivante, est-ce que les programmes d'intrapreneuriat dans un grand groupe sont éligibles? Non, dans le sens où, alors ça dépend ce que vous appelez entrepreneuriat, mais si on est vraiment sur un programme d'accompagnement de salariés du grand groupe qui souhaitent se lancer, on n'est du coup pas dans un programme d'intérêt général ouvert à tout porteur de projet du territoire national. Question toujours sur la partie de programme et contenu. Ce seront donc uniquement des programmes d'accompagnement thématiques et non pas des nouvelles ingénieries d'accompagnement sur des besoins spécifiques au changement d'échelle. Si, par thématique, on entend thématique dans un sens large, en gros, qu'on ne souhaite pas financer, c'est un programme d'accompagnement qui dirait juste
changement d'échelle, point, ou qui dirait juste on accompagne au niveau national, l'accélération de projets ESS. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot thématique, c'est que ça peut être soit sur un secteur d'activité, soit sur un public cible, mais ça peut être sur une thématique du changement d'échelle à condition que ce soit spécifique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite dans ces programmes-là, c'est avoir que vous nous expliquiez pourquoi les projets de la promotion, ils auront réellement en proximité des problématiques, des enjeux communs. Et c'est pour ça que le programme, il va permettre d'apporter une richesse supplémentaire à l'accompagnement. Est-ce que les têtes de réseau de l'accompagnement au niveau national seront prioritaires, cet appel à projet? Alors, il n'y a pas de priorité de cette nature-là. Ce qu'on va instruire et analyser, c'est bien l'ensemble des critères d'éligibilité que je vous ai présentés. Donc, il n'y a pas de liste prioritaire a priori. Il y a plutôt sur le fond, en fonction de ce que vous proposez et ce que vous produisez, l'analyse qu'on va pouvoir faire de la plus grande pertinence et recherche d'impact du programme. Alors, on va y revenir dans la deuxième partie, dans une instruction d'un projet FSE, sont analysés bien sûr les critères contenus en termes d'éligibilité, donc le programme qui nous semble le plus pertinent ou le plus impactant possible en termes d'intérêt général pour le FSE, mais on va aussi analyser très fortement les autres critères, notamment de solidité économique et financière ou de sérieux, en gros, de la manière dont vous allez gérer derrière le projet. Et ça fait partie des critères importants dans l'analyse des dossiers. Question suivante. Le programme doit-il être complètement gratuit pour les participants? Alors, c'est une très bonne question. En effet, on est sur des programmes d'intérêt général. Donc, ce qu'on recherche, c'est des programmes qui soient accessibles à tous les participants. Donc, on dit en raccourci gratuit, le complètement gratuit. C'est-à-dire que si vous nous expliquez pourquoi il y a un bout de participation financière et que c'est justifié, on peut l'intégrer et le comprendre. On a la même problématique dans nos différentes communautés d'accompagnateurs, hein, où notre sujet, c'est qu'on n'intègre pas des consultants, des cabinets de conseil qui font financer par leurs clients, donc le bénéficiaire du programme d'accompagnement ou de l'accompagnement individuel, leur accompagnement. Ça, c'est pas possible. Et donc, après, parfois, il y a des participations aux frais qui ne relèvent pas du coup du financement du programme. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aux porteurs de projets qui intègrent le programme de financer son programme. Les cofinancements que vous devez trouver pour couvrir je vous ai dit, le FSE, il est maximum à 50%. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il peut y avoir des petits enjeux d'écrétage. Hein, donc, c'est important de bien comment comprendre la mécanique du plan de financement. Les cofinanceurs, ça doit être des cofinanceurs qui sont a priori pas lauréats du programme, de manière à ce que ce programme il soit bien accessible au plus grand nombre. Le programme peut-il être multithématique s'il concerne un unique secteur d'activité? Premier temps de question. Et deuxième temps, je te la pose en même temps. Est-il nécessaire d'avoir une promotion sur un temps donné? Alors, c'est des bonnes questions. Oui, sur un secteur d'activité, si vous justifiez en quoi c'est intéressant d'avoir plusieurs thématiques, c'est éligible. Encore une fois, vous avez compris que ce qu'on voulait, ce n'était pas le grand fourre-tout. Donc voilà, encore une fois, il faut nous expliquer dans la description de votre projet pourquoi c'est ça qui vous semble avoir du sens. Et la notion de promotion, non, ce n'est pas forcément obligatoire. En fait, j'imagine que vous avez certainement plein d'idées d'accompagnement, de programmes que nous, on n'a pas en tête. Et du coup, on veut bien se laisser surprendre par vos propositions d'accompagnement. Donc, on a pu parler de promotion dans le sens
dans le sens un groupe, parce que c'est ce qui nous semble le plus simple pour créer cette dimension collective. Mais on peut, et donc c'est vrai que promotion, ça veut dire appel à manifestation d'intérêt avec un calendrier pour définir un groupe. Si vous avez d'autres idées, pour moi, c'est éligible. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est que on soit sur du programme national d'accompagnement. Voilà. Mais après, on est prêt à du coup, bien sûr, étudier toutes vos propositions en la matière. Et on sera intéressé par le caractère innovant des méthodologies d'accompagnement, bien sûr, parce qu'encore une fois, on l'a dit, on a un enjeu également de progresser collectivement dans l'écosystème d'accompagnement sur ces enjeux. Merci Cécile. On a encore beaucoup de questions plutôt sur l'éligibilité des structures et je vous propose qu'on le traite dans la deuxième partie des questions. Maintenant, on va rentrer dans la partie plus technique du FSE. Eh bien, c'est parfait. Du coup, je vais passer la parole à Yasmine pour vous dire comment on crée et on renseigne son dossier de demande de subvention. Merci Cécile. Nous vous proposons d'enchaîner tout de suite avec la présentation des démarches à suivre pour créer et renseigner votre dossier de demande de subvention sur le système d'information Ma Démarche FSE+. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous présenter toutes les étapes de création d'un dossier dans Ma Démarche FSE+, car cela serait trop technique et prendrait du temps pour ce webinaire d'1h30. Mais nous allons uniquement faire un focus sur les parties essentielles. En revanche, nous allons vous transmettre des différents supports qui détaillent toutes les étapes de création d'un dossier de demande à l'issue du webinaire. Alors, pour passer à Ma Démarche, qu'est-ce que Ma Démarche FSE+. Toutes les pistes de gestion et de contrôle des projets cofinancés par le FSE+, est dématérialisée et se réalise sur les systèmes d'information Ma Démarche FSE+. Cette plateforme numérique vous permet d'abord déposer votre dossier de demande de subvention, ensuite d'accéder à la convention de votre projet, bien sûr une fois que votre dossier aura reçu un avis favorable des membres du comité de programmation, et ensuite de déposer votre bilan d'exécution. Pour déposer votre dossier de candidature, vous devez d'abord créer un compte utilisateur sur Ma Démarche FSE+, en cliquant sur le bouton « Se créer un compte ». Alors, votre dossier de demande de subvention comprend deux grandes parties. Une première partie qualitative dédiée aux informations générales liées à votre structure et à la présentation du contenu de votre projet. Les informations concernant votre structure, comme le numéro SIRET, représentant légal, adresse, le montant total des aides publiques perçues sur les 3 dernières années, etc., sont renseignées directement dans les rubriques Mon établissement de votre compte utilisateur. Aussi, la deuxième partie de votre dossier est une partie financière qui est dédiée à la présentation du plan de financement de votre projet. Après avoir renseigné l'ensemble des onglets de votre dossier, vous pourrez le valider dans l'onglet « Validation ». Alors, l'ensemble des appels à projets de la LISE sont lancés dans le cadre du programme national FSE+ 2021-2027. Nous vous invitons donc à vous référer à l'appel à projet pour sélectionner le bon programme et la bonne priorité d'investissement et objectif spécifique, qui est le 4A. On va revenir dessus. Alors, pour commencer par la région administrative, il faudrait sélectionner le volet national conformément au programme national FSE+. Ensuite, pour la référence de l'appel à projet, vous devez sélectionner l'intitulé de l'appel à projet, qui est le soutien à des programmes nationaux d'accompagnement d'entreprises de l'ESS. Priorité d'investissement, objectif spécifique. Alors, tout ça, c'est prévu dans l'appel à projet. Comme Cécile avait déjà aussi indiqué, cet appel à projet s'inscrit dans la priorité d'investissement, objectif spécifique 4A. Concernant l'intitulé du projet, alors il faudra aussi renseigner dans cette partie généralité l'intitulé de votre projet. Toutefois, nous vous invitons à faire attention aussi à l'intitulé parce qu'une fois que votre dossier est validé et transmis au service gestionnaire, il n'est plus possible de modifier l'intitulé du projet. Voilà, comme ça, il faudra bien faire attention à l'intitulé du projet dans cet onglet-là. Concernant la période prévisionnelle de la réalisation du projet, il faudra aussi renseigner dans cette partie-là la date de début et de la fin de votre opération. Attention, il n'est pas possible de déposer une demande pour une opération qui est terminée à la date de dépôt, c'est une obligation communautaire.
toutes les opérations ne doivent pas être, enfin, toutes les actions de votre projet ne doivent pas être matériellement achevées à la date du dépôt de votre dossier. Pour rappel, l'appel à projet prévoit une durée de réalisation du minimum 12, maximum 36 mois, qui commence au plus tôt le 1er janvier 2023 et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2025. Alors, pour passer ensuite à la dernière partie, périmètre géographique du projet, les projets qui sont éligibles aux appels à projets de la VISE sont des projets de dimension nationale. Il conviendrait donc de sélectionner dans cette partie France entière. On passe tout de suite à l'onglet projet. Alors, cet onglet vous permet de présenter le contenu et les finalités des actions réalisées dans le cadre de votre projet, ainsi que les moyens humains mobilisés pour le suivi administratif et la mise en œuvre opérationnelle des actions. Dans cet onglet, vous devez également présenter les moyens mis en place pour respecter l'obligation de publicité européenne, sur laquelle nous allons revenir dessus tout à l'heure dans les stations. Et aussi, il y a une petite rubrique ressources publiques perçues. En fait, dans cette rubrique-là, vous allez voir, il y a toutes les données, il y a toutes les aides publiques perçues par votre organisme sur les 3 dernières années, quelle que soit leur forme. Ce sont les données renseignées automatiquement par la plateforme dans cet onglet-là. On peut passer dans la partie contenu et finalité, il faudra décrire votre projet en détail. Nous vous invitons ici, par contre, à faire attention au nombre de caractères maximum autorisés par rubrique, qui est 10 000 caractères aujourd'hui sur le SI. Du coup, il faudrait être bien synthétique, mais précis en même temps. Il faudra d'abord expliquer le contexte de votre projet en précisant les besoins, les problématiques préidentifiées auxquelles votre projet apporte une réponse. Par exemple, pourquoi vous mettez en œuvre ce programme d'accompagnement auprès des structures de l'ESS? Pourquoi sur cette thématique? Il faudra répondre à ces questions pourquoi dans cette partie-là. Ensuite, il faudra expliquer les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus de votre projet. Par exemple, les impacts sur les bénéficiaires directs et indirects de votre projet. Ça peut être par exemple le nombre de formations, le nombre d'outils, de livrables créés dans le cadre de votre projet, le nombre de structures de l'ESS accompagnées par le programme d'accompagnement défini dans votre dossier, etc. Il faudra bien détailler, lister tous les résultats, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de votre opération. Alors, il y avait aussi une question par rapport à l'objectif spécifique 4A et le lien avec l'emploi. Je me permets de revenir dessus aussi parce que c'est important. Conformément à cet objectif spécifique 4A, votre projet doit répondre de manière directe ou transversale à une finalité en termes d'emploi, d'insertion professionnelle et de promotion de l'ESS. Alors, pour les projets qui répondent à cet appel à projet, normalement, c'est facile à répondre à cette condition-là parce que les programmes d'accompagnement seront dédiés aux structures de l'ESS. Alors, vous êtes inscrit par défaut dans cette priorité. Alors, oui, contenu de votre projet. Dans cette partie-là, il est attendu une description synthétique de votre projet. Il conviendrait ici de préciser les grandes étapes de votre projet, de rappeler par exemple les bénéficiaires du projet et toutes les parties prenantes, comme les partenaires ou bien les autres dispositifs d'accompagnement que vous êtes en lien au niveau national ou local, comme les DLA par exemple, comme elle avait précisé Cécile. Et par exemple, les prestataires qui sont là en appui pour la conception des outils créés dans le cadre du projet. Par contre, dans la partie liste des actions, on entre vraiment dans le vif du sujet. Ici, il faudra détailler par étape toutes les actions, les livrables, les produits, les événements organisés dans le cadre de votre projet. Par exemple, les démarches mises en place pour mettre en œuvre, expérimenter, déployer votre programme d'accompagnement, la taille de la promotion, par exemple, accompagnée, les événements organisés, les outils créés, les actions de capitalisation, d'évaluation, de diffusion de ces outils et de bonnes pratiques au niveau national. Il faudra vraiment détailler dans cette partie-là toutes les actions, les réalisations attendues par votre projet. Et dans la dernière partie calendrier,
il faudra détailler le déroulé des actions décrites au-dessus par semestre ou bien par trimestre. Il est important ici de présenter un calendrier réaliste au regard du nombre des actions et des résultats attendus, ainsi que du nombre de TP affectés au projet. Oui. Alors, ensuite, un petit focus sur les principes horizontaux. L'ensemble des projets cofinancés par le FSE+, doit veiller à 3 principes horizontaux qui sont définis par la Commission européenne pour cette programmation 2021-2027. Ces 3 principes sont l'égalité femmes-hommes, absence de discrimination et accessibilité des personnes handicapées. Nous avons observé en tant que service gestionnaire FSE que cette partie peut être souvent sous-estimée par les porteurs de projets. Il ne détaille pas forcément les actions mises en place pour répondre à ces principes, mais par contre, c'est une obligation communautaire et il faut bien expliquer comment votre structure, comment votre projet respecte à ces 3 principes en donnant des exemples concrets, par exemple avec des chiffres clés, des exemples voilà, des actions réalisées dans le cadre de votre projet. On passe tout de suite à la partie moyens administratifs et opérationnels. Dans le cadre de votre projet, dans le cadre de votre dossier, vous devez également démontrer la capacité de votre structure pour gérer un fonds européen, pour faire un suivi administratif et financier rigoureux du projet. Votre structure doit, dans un premier temps, disposer d'une comptabilité analytique ou bien d'un système de comptabilité adéquate qui permet de distinguer les dépenses directement liées au projet des autres dépenses courantes de votre structure. Ensuite, dans votre dossier, il faudra également préciser les salariés qui sont en charge du suivi administratif et financier de ces actions-là, en précisant leurs fonctions, leurs missions, le nombre total de TP consacré au suivi du projet. Il est important pour les projets cofinancés par les fonds européens d'avoir une équipe de salariés dédiée au suivi administratif, dédiée à l'archivage des justificatifs de réalisation et des pièces comptables, au suivi des dépenses et des ressources de projet. C'est également un des premiers points remontés par les porteurs d'avoir sous-estimé le suivi administratif de projet. L'une des difficultés, par exemple, qu'ils rencontrent, c'est souvent, par exemple, en cas de départ des salariés, de récupérer a posteriori les justificatifs liés à l'opération. Il est vraiment très important d'avoir une équipe dédiée au suivi administratif du projet. Dans cette partie-là, vous devez ensuite présenter les moyens humains dédiés à la réalisation opérationnelle du projet en expliquant leurs fonctions, leurs missions et aussi le nombre de TP qui vont consacrer à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Ma collègue Amélie va revenir dessus, mais seules les dépenses salariales des salariés affectés à la mise en œuvre opérationnelle du projet peuvent être déclarées en tant que dépenses directes de personnel de votre plan de financement. Toutes les dépenses salariales des personnes dédiées à l'appui administratif du projet sont couvertes dans le cadre du forfait. Mais on va revenir dessus. Pour passer au justificatif de réalisation, l'une des obligations principales des projets cofinancés par le FSE+, c'est de bien conserver les justificatifs de réalisation liés à votre projet qui seront demandés au moment du contrôle de votre bilan d'exécution. Il est important de les archiver régulièrement et systématiquement afin d'anticiper les éventuels départs pendant la réalisation du projet. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, ces pièces justificatives de réalisation qui sont demandées à archiver sont les feuilles d'émargement des événements organisés dans le cadre de votre projet. Ça peut être des réunions, des ateliers, des groupes de travail organisés, des formations organisées. Et si ces événements sont organisés en distanciel, il faudrait bien aussi archiver les extractions de participants, de listes participants qui sont générées par les outils de visioconférence. Il faudra bien archiver les livrables, tous les livrables produits dans le cadre de votre projet. Ça peut être des guides, des rapports, boîtes à outils, fiches pratiques, articles, compte rendu de l'événement, etc. Et ainsi que les supports de présentation. Ça peut être aussi des supports de communication produits dans le cadre de votre projet, comme flyers, brochures, affiches. Et aussi, ça peut être des échanges de mails des salariés affectés au projet qui justifient bien qu'ils ont bien travaillé de manière opérationnelle
sur ces actions-là. Et ces justificatifs pourront être demandés, et même pas pourront, seront demandés au moment de contrôle de votre bilan. Et dernier point, pour faire un focus sur la publicité, les porteurs de projets cofinancés par le FSE+, doivent respecter l'obligation de publicité européenne. Il est obligatoire d'apposer l'emblème de l'Union européenne et la mention cofinancée par l'Union européenne sur l'ensemble des livrables et des supports de communication, de présentation produits dans le cadre de votre projet. Il est aussi possible, nous vous recommandons aussi d'apposer ces logos obligatoires dans les signatures de mail des salariés qui sont affectés au projet si vous allez fournir au moment du bilan leur échange de mail en tant que justificatif de réalisation. Il faudra également apposer ces logos dans les locaux de votre structure, par exemple à l'entrée ou bien dans les salles de réunion pour qu'ils puissent bien être visible par le grand public. Alors, de mon côté, j'ai terminé et je passe la parole à ma collègue Amélie qui va vous présenter le plan de financement. Merci Yasmine, bonjour à tous. Et on aura bien une partie de questions-réponses après pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route parce que là, je vois qu'il y a tout un tas de questions techniques et pertinentes dans le chat. Donc, nous allons voir tout de suite comment renseigner dans ma démarche le plan de financement. Donc, dans ma démarche, vous aurez 4 rubriques à renseigner. Lorsque vous aurez renseigné ces 4 rubriques, vous aurez la possibilité d'exporter la synthèse des données que vous aurez saisies dans ma démarche. Alors, la première chose que vous devrez faire sera de sélectionner le profil de plan de financement prévu par l'appel à projet. Alors, c'est très simple puisque l'appel à projet prévoit un seul profil de plan de financement. Vous aurez un menu déroulant, il faudra donc sélectionner ce profil. Ce profil, c'est le taux forfaitaire de 40% des dépenses de personnel au réel qui permet de calculer les coûts restants de votre projet FSE+. Alors, nous allons voir concrètement la mécanique de ce forfait. Nous vous avons mis 2 petits exemples. Alors, très concrètement, dans ma démarche FSE+, vous aurez à renseigner le montant de vos dépenses directes de personnel. Donc, c'est la cellule en vert que vous voyez en face de vous. Et le système d'information va calculer sur ce montant un forfait de 40%, donc la cellule en orange. Et ce forfait vient en fait couvrir vos dépenses de fonctionnement, de prestations et vos coûts indirects. Donc, le montant de vos dépenses directes de personnel additionné au montant du forfait va vous donner en fait le montant total éligible de votre projet FSE+. Alors, l'intérêt de ce profil de plan de financement à 40%, il est double. D'une part, il permet une simplification parce que vous aurez à justifier uniquement le poste de dépenses directes de personnel. Et d'autre part, il permet également de sécuriser votre dossier puisque les dépenses qui sont couvertes par le forfait ne seront pas contrôlées. Alors, de quoi sont composées les dépenses directes de personnel que vous devez déclarer? Elles sont composées de 3 éléments. D'une part, les salaires bruts, d'autre part, les charges patronales et les traitements accessoires qui seront calculés au prorata du temps passé sur le projet par votre salarié, sur son temps total travaillé. Quels sont les justificatifs que vous devrez transmettre pour justifier ces éléments? Alors, pour justifier des bases salariales de vos salariés déclarés, vous devrez transmettre leur bulletin de paie mensuel, le contrat de travail, ainsi que la convention collective ou l'accord d'entreprise pour les traitements accessoires. Et pour justifier le taux d'affectation du salarié, vous devrez transmettre des justificatifs de suivi des temps et bien sûr le contrat de travail. Alors, plusieurs types de justificatifs de suivi des temps sont prévus en fonction de l'affectation du salarié au projet. Alors, il y a 3 cas possibles. Soit votre salarié il est affecté à 100% au projet. Dans ce cas-là, il faudra fournir soit une lettre de mission qui précise donc le taux d'affectation du salarié sur le projet, soit une fiche de poste si celle-ci est suffisamment précise, ainsi que le contrat de travail du salarié. Deuxième cas possible, votre salarié il est affecté partiellement au projet, mais toujours avec le même pourcentage chaque mois. Dans ce cas-là, il faudra transmettre une lettre de mission
qui précise le taux d'affectation du salarié chaque mois au projet, ainsi qu'au contrat de travail. Et le troisième cas est le cas où le salarié est affecté partiellement au projet, mais où son taux d'affectation varie chaque mois. Donc, dans ce cas-là, il faudra que vous mettiez en place des fiches de suivi mensuel de temps qui soient détaillées par jour, datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique. Vous pouvez avoir également un logiciel de suivi des temps dans votre structure. Dans ce cas-là, il faudra transmettre les extractions de logiciels. Alors, nous avons mis également dans ce support un petit exemple de fiche mensuelle des temps, voilà, qui contient tous les éléments que le service gestionnaire attendra si vous mettez en place ces fiches temps. Pour votre information, les projets en consortium ne sont pas possibles pour le FSE+. En revanche, vous avez la possibilité de déclarer dans votre plan de financement des salariés qui participent au projet mais qui seraient issus d'une autre structure. Pour permettre cela, il faut établir une convention de mise à disposition tripartite entre la structure prêteuse, la structure bénéficiaire et le salarié. Pour le salarié concerné ou les salariés concernés, il faudra transmettre les justificatifs de suivi des temps du salarié, ainsi que ses bulletins de paye. Et très important, il faudra que vous transmettiez les factures qui ont été émises par la structure prêteuse à la structure bénéficiaire pour prouver qu'il y a bien eu un décaissement, un remboursement de la charge de dépenses de personnel à la structure prêteuse. Il faudra que vous transmettiez les justificatifs d'acquittement de ces factures. Et il est important de noter que ces factures devront impérativement, obligatoirement être acquittées au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de votre projet FSE+, pour pouvoir être prise en compte. Vous arriverez ensuite à la rubrique ressources, dans laquelle vous devrez déclarer les ressources privées ou publiques de votre projet. Si le périmètre de ces cofinancements n'est pas le même que votre projet FSE+, vous devrez les déclarer partiellement sur votre projet FSE+. Et dans ce cas-là, il faudra que vous fournissiez une attestation de cofinancement de votre cofinanceur. Il est important de noter également que le montant FSE+, n'est pas calculé automatiquement dans le système d'information, donc vous devrez le saisir vous-même en veillant à respecter le taux FSE+ maximum qui est indiqué dans l'appel à projet. Pour rappel, il est de 50% maximum. Vous aurez enfin un onglet validation qui vous permettra à la fin de votre dossier d'ajouter toute pièce complémentaire à votre demande de subvention. Vous aurez également un certain nombre de pièces administratives à fournir. Il faut savoir que tant que vous n'aurez pas chargé les pièces administratives qui vous sont demandées, vous ne pourrez pas déposer votre dossier de demande de subvention. Donc, il faudra impérativement charger tous les éléments qui vous sont demandés. Enfin, lorsque vous devrez déposer votre dossier, il faudra vous assurer que les coordonnées que vous avez renseignées dans la fiche établissement sont bien valides et que vous avez impérativement renseigné un numéro de téléphone portable, puisque la nouveauté pour ce système d'info Ma Démarche FSE+, est le processus de signature électronique. Donc, un SMS sera envoyé au signataire, donc il est bien impératif qu'un numéro de téléphone ait été renseigné. Et en cas d'erreur, sachez que la procédure n'est renouvelable qu'après un délai de 14 jours. Donc, nous vous invitons à ne pas attendre le dernier moment pour déposer votre dossier pour éviter tout souci. Alors, pour terminer cette présentation, un point sur le calendrier de mise en œuvre des projets FSE+. Alors, pour rappel, la deadline, la date limite de dépôt des dossiers est prévue au plus tard le 26 avril à 23h59. Lorsque vous aurez déposé votre dossier, celui-ci sera instruit par le service gestionnaire et passera en comité de programmation entre juillet et octobre 2023. À l'issue du comité de programmation, vous recevrez une lettre de notification qui vous indiquera si vous êtes lauréat ou non. Et nous procéderons ensuite au conventionnement au 4e trimestre 2023. Lorsque vous signerez la convention, nous procéderons au versement d'une avance. Pendant la réalisation de votre projet, une visite sur place pourra éventuellement avoir lieu. Et enfin, 1 an après le démarrage de votre projet, vous devrez déposer un bilan d'exécution qui donnera lieu à un contrôle de service fait par l'organisme intermédiaire pour vous verser un acompte pour le solde de votre projet FSE+. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser maintenant place aux questions sur la partie technique FSE+.
Tout à fait. Et peut-être vous dire du coup que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez l'écouter en replay, et que nous avons prévu une réunion de questions-réponses le 28 mars à 14h30. Là, l'idée, c'est vraiment, sans aucun support, de proposer une fenêtre de tir quelque temps avant, un mois avant la fin de l'appel à projet pour qu'on puisse, si vous avez des questions, qu'on puisse échanger librement. Ça permet aussi, voilà, on veut que vous puissiez répondre le mieux possible. Pour autant, j'ai vu qu'il y avait une question dans le question-réponse sur est-ce qu'on propose un accompagnement au dépôt du dossier, à sa rédaction. Non. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que là, on passe du temps à présenter. C'est pour ça qu'on a fait un guide. Je vous l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, un cahier pratique sur comment on mobilise le FSE. Et c'est pour ça qu'on fera cette réunion d'échange le 28 mars à 14h30. C'est vraiment pour que vous puissiez poser toutes vos questions, mais on n'a pas du tout l'équipe disponible, nous, en interne, pour pouvoir faire une hotline et répondre à l'intégralité de vos questions en face-à-face individuel. Alors, qui a pu regarder quelques questions? Oui, tout à fait. Des premières questions, c'est revenu à plusieurs reprises un peu sur l'éligibilité de la structure qui va déposer son dossier. La question qui revient souvent, c'est une structure qui n'est pas encore ESUS, mais qui est en cours. Est-ce qu'elle est éligible? Non. Bah, du coup, en fait, voilà, heureusement, il y a des critères et ils doivent être, ça met des bornes. Et donc, je vous l'ai dit, l'éligibilité de la structure, c'est une entreprise de l'ESS au sens de la loi 2014. Donc, il faut avoir son agrément ESUS. Deuxième question, est-ce que les structures qui vont être accompagnées doivent-elles être de l'ESS? Oui, c'est le titre de l'appel à projet. C'est des programmes nationaux d'accompagnement d'entreprises de l'ESS. Donc oui, les structures accompagnées doivent être de l'ESS. Est-ce qu'il y a un critère d'ancienneté, une condition d'ancienneté pour être éligible? Alors, le système d'information, vous allez voir dans l'onglet validation, le système d'information vous demandera les comptes de résultats de 3 dernières années. Il faudrait, c'est une condition de recevabilité de votre dossier. Il faudra bien fournir les bilans, les comptes de résultats des 3 dernières années de votre structure. Concrètement, c'est difficile de gérer du Fonds social européen plus de manière sécurisée si vous êtes une structure en création. C'est-à-dire que la conséquence de ce que disaient mes collègues tout à l'heure sur la nécessité d'avoir une équipe dédiée à la gestion du FSE pour pouvoir, encore une fois, mettre en place un suivi analytique, un reporting, des mises en concurrence, des suivis des temps, c'est d'avoir une ancienneté suffisante. De plus, dans le cadre du contenu, on va bien sûr s'attacher à ce que vous ayez de l'expérience en termes d'accompagnement. Donc voilà, c'est pas, le FSE n'est pas un financement souhaitable et accessible aux structures en création. Ensuite, une question plus sur les consortiums. Est-ce que le projet peut être déposé par un consortium ou un chef de file avec des partenaires? Non, c'est ce que nous disions tout à l'heure, cette possibilité n'est pas ouverte. En revanche, pour pouvoir déclarer dans votre projet des salariés qui seraient donc issus d'une autre structure, vous devez établir une convention de mise à disposition. Donc aujourd'hui, c'est la seule manière de déclarer dans votre projet des salariés de d'autres structures. Très bien, j'avais donc plusieurs questions sur la mise à disposition. Je m'attends sur la partie plutôt technique, sur la partie plan de financement. Quels sont le type de salaire qu'on peut mettre dans l'appel à projet? Est-ce que c'est par exemple les responsables d'accompagnement, mais également les fonctions de support partagées, type finance, communication? Est-ce que celles-ci sont éligibles? Les seules dépenses directes qui peuvent être valorisées sont des dépenses directes, donc toute personne qui intervient opérationnellement dans votre projet. En revanche, les fonctions qu'on appelle le support sont couvertes par le forfait. Donc, ce n'est pas qu'elles ne sont pas éligibles, mais elles sont couvertes par le forfait. Elles ne peuvent pas être en dépenses directes.
ma fameux forfait à 40%, donc qui va considérer vos dépenses directes et en ajoutant 40%, pouvoir du coup couvrir le reste des charges qui existent bel et bien, mais du coup qui sont affectées au prorata du poids de ce projet-là au sein de votre structure. Et toujours sur l'éligibilité des dépenses, est-ce qu'on peut financer des compétences externes pour assurer la partie accompagnement? Oui. Enfin, il peut y avoir un projet FSE autorise le recours à de la prestation. Donc, il n'y a aucun problème en termes d'éligibilité technique. Bien sûr, il faut veiller à respecter l'ensemble des règles de mise en concurrence imposées par l'Union européenne dans ce cadre-là. Après, sur la partie, nous, analyse qualitative du programme d'accompagnement, on sera vigilant à la qualité de l'accompagnement qui doit reposer quand même sur une partie des compétences internalisées. Voilà, j'ai pas de. Là, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'un programme qui serait 100% externalisé à des prestataires de conseil avec aucune internalisation de compétences sur le sujet de l'accompagnement de porteurs de projets. Je ne suis pas le service instructeur aujourd'hui et je n'ai pas reçu des projets, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on privilégiera des projets qui nous semblent apporter la compétence la plus consolidée possible, donc pas uniquement du recours à des prestataires externes. En revanche, on peut imaginer que sur de l'expertise précise et ponctuelle, sur ce type de programme, on peut imaginer que vous fassiez bien sûr appel à des experts externes et ce sera possible. Et aussi, pour compléter, dans le cadre de votre plan de financement, vous avez la possibilité de choisir uniquement, comme on disait, le forfait de 40% qui s'applique sur les dépenses directes personnelles et qui couvre l'ensemble des autres dépenses générées par le projet, y compris les dépenses de prestation et de fonctionnement. Voilà. Question toujours sur l'éligibilité du dépense. Y a-t-il un minimum de pourcentage de temps passé par un salarié pour pouvoir l'imputer sur les coûts directs du projet? Oui. Donc, c'est pas, voilà, on veut pouvoir, c'est pas une règle imposée par l'Union européenne. En revanche, nous, on va contrôler le temps passé par le salarié sur le projet. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on parle de dépenses directement affectées au projet, on parle de dépenses qui ont permis de produire. Avec des preuves de la production. Alors, l'accompagnement en tant que tel, donc les temps d'accompagnement, les temps de préparation de cet accompagnement, des livrables en termes de capitalisation. Et du coup, on ne peut pas imaginer que vous ayez des temps passés très, très faibles, parce que je ne vois pas ce que la personne aurait été en capacité de produire si le temps passé est extrêmement faible. En tout cas, ça veut dire que quand on va nous analyser la qualité de l'accompagnement du dispositif proposé, on va avoir un doute sur l'efficience globale si vous nous dites tout ça se répartit entre 10 personnes et chacun y passe moins de 20% de son temps. Enfin, ça me paraît pas, voilà, ça paraît pas envisageable. Après, c'est pour pouvoir contrôler, c'est pour ça il est nécessaire d'avoir un outil de suivi des temps précis. Et il est nécessaire, comme le disait tout à l'heure Yasmine, d'avoir des pièces justificatives au temps affiché dans le suivi des temps. Donc, il n'y a pas de cadre imposé, mis à part le fait qu'on doit pouvoir contrôler ce temps effectif passé sur le projet tel qu'il a été déposé dans le cadre de l'appel à projet. Question à présent sur les cofinanceurs. Est-ce qu'il est possible d'être cofinancé par de l'autofinancement? Oui, il est possible. Pour les projets cofinancés par le FSE+, il n'y a pas une obligation de valoriser des cofinancements externes en contrepartie de la subvention FSE+. Vous avez la possibilité de valoriser uniquement vos fonds propres, votre autofinancement, en contrepartie de la subvention FSE+.
Mais ce qui est aussi important aussi avec le cofinancement, c'est que le FSE plus est les derniers cofinanceurs. Ça veut dire que on va vous verser le solde du FSE plus sur présentation de bilan d'exécution, après le contrôle de service fait et après la fin de réalisation de votre projet. Ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête, il y aura une durée, une longue durée peut-être où il n'y aura pas un versement de FSE+. C'est pour ça on vous préconise quand même de voir avec vos cofinanceurs les éventuelles possibilités de cofinancement. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une obligation de valoriser les autres cofinancements externes. La partie, oui, dernier financeur, c'est important à avoir en tête pour ceux qui n'ont jamais eu de FSE. L'idée, c'est bien sûr que le FSE, il intervient que pour ce qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'il intervient en dernier. Et donc, pour être bien clair, vous aviez prévu un projet à 50 000 € et vous aviez prévu d'avoir déjà 35 000 € d'un cofinanceur externe. Vous comptiez du coup solliciter 15 000 € de FSE. Si votre autre cofinanceur externe, finalement, ne vous verse pas 35, mais vous verse 40, vous ne pourrez demander que 10 000 € de cofinancement FSE. C'est bien là, et c'est ce qu'on va contrôler, c'est que du coup, on va regarder l'ensemble des financements qui sont affectés à votre projet et le FSE interviendra sur le solde dans la limite de 50% des dépenses éligibles telles qu'on l'a présenté tout à l'heure. Ça, c'est le premier sujet, vraiment l'intervention en dernier financeur. Et le deuxième sujet que mentionnait, sur lequel insistait Yasmine, c'est l'enjeu de la trésorerie. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir faire une avance. Nous-mêmes, il faut qu'on l'aperçoive pour pouvoir la faire, donc on ne vous en donne pas le montant aujourd'hui. Mais au-delà de cette avance, le FSE n'est versé qu'une fois que les contrôles sont effectués. Si le contrôle dit que vous n'avez pas respecté vos engagements et les obligations qu'on a pu présenter préalablement, le FSE n'est pas versé. C'est-à-dire qu'encore une fois, il est versé une fois le contrôle de service fait. Et donc ça nécessite d'avoir une capacité d'avance de trésorerie sur une partie de votre projet. Toujours sur le plan de financement, est-ce que la règle des minimis s'applique sur cet appel à projet pour la structure porteuse? Alors, vous allez voir dans les fiches établissement de ma démarche FSE+, c'est indiqué dans les supports qu'on va vous transmettre. Il faudra déclarer toutes les aides publiques perçues sur les 3 dernières années, quelle que soit leur forme, y compris les aides minimis. Voilà, il faudra déclarer toutes les aides publiques, y compris les minimis. Et ceci s'applique uniquement pour le porteur de la personne, la structure qui répond à l'appel à projet, pas pour les structures accompagnées. Parce que la question oui. Exactement. C'est uniquement pour les porteurs de projet qui répondent à cet appel à projet. Question peut-être plus large, mais elle a été posée, donc je me permets de la poser. Finalement, combien de temps on estime le temps nécessaire pour répondre à l'appel à projet? Pour répondre, oui. Parce qu'on aurait pu nous demander pour gérer et piloter après le FSE, ce n'est pas simple non plus, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir des moyennes. Pour répondre, ça dépend vraiment de votre stade de maturité du projet. C'est-à-dire que si vous êtes en train de l'inventer aujourd'hui, j'imagine que vous allez passer plus de temps que si c'est un projet que vous avez déjà conçu et pour lesquels vous étiez justement en recherche de financement pour pouvoir enfin le mettre en œuvre. Vous avez vu que le dossier, il n'est pas si long. Yasmine disait il y a des limitations en termes de caractère dans les réponses. Donc, ça limite peut-être le temps que vous passeriez parce que vous n'allez pas nous écrire 100 pages sur votre projet. En revanche, on l'a bien dit, choisissez vos mots pour être le plus précis possible par rapport à nos attentes. Question suivante. Tout à fait, on prend un peu plus de hauteur. Cet appel à projet, on doit y répondre avant fin avril.
Est-ce qu'il y aura une édition suivante permettant d'y répondre plus tard ou une nouvelle édition sur cet appel à projet? Ah oui, alors je crois que j'ai répondu par Vous l'avez fait par écrit écrit? en y indiquant que je ne sais pas. Peut-être. Il y aura d'autres appels à projets lancés. On va bien sûr piloter notre enveloppe du Fonds social européen en fonction aussi des projets et des porteurs de projets qui vont répondre à l'occasion de cette première édition, en fonction des résultats qu'on va pouvoir capitaliser et observer. Donc, je ne peux malheureusement pas vous dire. Question plus technique sur la partie conventionnement. Est-ce qu'il serait possible de transformer le porteur de projet unique à un porteur de projet en consortium en année 2 ou 3? Du coup, est-ce qu'on peut changer la structure qui est conventionnée? Surtout, on a répondu tout à l'heure que le consortium n'était pas possible dans le cadre du FSE. Donc, nous-mêmes, on le déplore. Enfin, on souhaiterait qu'il puisse y avoir des démarches de coopération plus facilement soutenues par le Fonds social européen. Aujourd'hui, déposer en co-portage, ce n'est pas possible. Et donc, de facto, ce n'est pas possible de changer de porteur de projet en année 2 ou en année 3. C'est une structure juridique qui conventionne et c'est ça qui vous engage contractuellement parlant. Question à nous maintenant sur le plan de financement. Je fais un pas en arrière. Concernant les ressources, certaines ressources sont perçues, mais d'autres sont juste conventionnées au moment du dépôt de la demande dans ma démarche FSE, donc ne sont pas encore perçues. Est-ce qu'on peut déclarer les secondes qui sont conventionnées, mais non perçues? Donc, on a financement vers autre problème, d'accord. Alors, c'est à voir aussi au moment de l'instruction avec l'instructeur. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez informer l'instructeur de votre dossier en lui disant que voilà, nous n'avons pas encore signé nos conventions, mais il y a des grandes possibilités de conventionnement, enfin voilà, de cofinancement sur notre projet. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité aussi de les déclarer dans votre bilan d'exécution. En fait, pour revenir aussi, je ne sais pas si on avait déjà indiqué, mais le plan de financement indiqué dans votre dossier de demande de subvention est un plan de financement prévisionnel. Et au moment du dépôt de bilan d'exécution, il faudra déclarer au réel l'ensemble des dépenses générées par votre projet, y compris aussi les ressources publiques ou bien privées perçues, valorisées dans le cadre de votre opération. Si vous n'avez pas encore conventionné ces ressources-là, vous aurez aussi la possibilité de les déclarer dans votre bilan d'exécution. Mais nous vous préconisons d'informer l'instructeur de votre dossier sur ces éventuelles possibilités de cofinancement. Ça fait partie à l'instruction de l'analyse, je le disais tout à l'heure, de la solidité des projets. Donc, bien sûr, on n'exige pas que vous ayez obtenu l'ensemble des financements pour conduire ce projet parce qu'on aurait beaucoup moins de candidats, j'imagine, sinon. Parce que voilà, forcément, si vous êtes là en mode projet, vous sollicitez un certain nombre de financements et peu de structures en France ont une visibilité à 3 ans de leurs différents financements. En revanche, c'est ce que dit Yasmine, on a besoin de s'assurer que le projet il va se réaliser. Donc, plus on est rassuré sur l'écofinancement, plus on se dit que votre projet va bien réussir à se mettre en œuvre et ce, de manière qualitative. Une question qui est revenue à plusieurs reprises, mais ça, je pense qu'on repasse sur la structure de coût et les dépenses éligibles, je vous la pose. Est-ce qu'une association est obligatoirement employeuse, donc en emploi direct, je ne parle pas de la mise à dispo, mais vraiment structure employeuse? Ça est revenu à plusieurs reprises et formulé ainsi, donc je vous la repose. Est-ce que la structure doit être forcément employeuse? Alors, j'ai vu une des questions qui disait on a une association, on n'a pas de salariés, mais on a 6 ETP mis à disposition. C'est pas inéligible. C'est pas inéligible, mais c'est pas recommandé. Ça nous semble, par rapport justement à l'enjeu d'avoir internalisé quand même le suivi et le pilotage du FSE lui-même dans les fonctions de support, on ne voit pas bien comment l'organisation juridique de la structure peut faire que l'ensemble de ces fonctions-là, y compris support, soit mise à disposition. Si je peux compléter, c'est aussi la masse salariale qui est le principal levier en fait pour
finalement établir le montant de FSE qui serait éligible. Donc, si vous n'avez pas de masse salariale. Hein, La masse salariale mise à disposition, elle prend la masse salariale. il y avait aussi la question Ah oui, sur c'est l'emploi direct. d'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est la masse salariale qui est le principal driver du FSE. Donc, par déduction, et après, ça complète effectivement ce que dit Cécile sur la capacité de pouvoir contrôler et de pouvoir apporter les pièces justificatives. C'est effectivement un décret qui sera évalué dans le cadre de l'instruction. Je crois qu'on a couvert la majorité des questions. Il est 11h. Alors, on a terminé. On a couvert la majorité des questions, en tout cas sur la partie technique. Je permets peut-être de poser une dernière question sur la partie plutôt métier, comme ça on aurait été vraiment jusqu'au bout. Est-ce qu'il est, donc on passe sur la partie métier, est-ce qu'il est envisageable de financer un parcours dédié au changement d'échelle au sein d'incubateurs déjà existants? Oui. C'est-à-dire que le porteur de projet, c'est un incubateur si c'est une entreprise de l'ESS, mais ça veut dire que cet acteur, il lance un programme national d'accompagnement au changement d'échelle avec l'ouverture à tout le territoire national pour les bénéficiaires de ce programme d'accompagnement. Donc oui, c'est possible. Très bien. Et après, il y avait deux questions qui étaient plus métier éligibilité. Est-ce que la revitalisation rurale, lien social, accès à des services de proximité, est une finalité sociale éligible? Oui. Et deuxième question, même... Alors, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on va analyser, c'est l'intérêt pour les porteurs de projets, les intérêts communs en fait, qui vont se rencontrer. Donc, dans le cadre de la revitalisation rurale, on peut imaginer que ce soit extrêmement large en termes de nature de projet concernés. Et donc, il faudra dans ces cas-là nous expliquer comment vous allez sélectionner les projets qui intègrent cette dimension-là et qu'est-ce que vous allez apporter dans le cadre de l'accompagnement. C'est-à-dire que si l'accompagnement il est vraiment orienté vers la spécificité d'un projet qui s'implante dans un territoire rural, on peut imaginer du coup qu'il y a des enjeux très communs et que ça fasse sens. Je comprends quelques questions. Allez, une dernière. Hein. C'est une question intéressante. Je vous la lis. On a beaucoup parlé finalement de la communauté de l'accompagnement animée par la VISE hein, et que les lauréats vont intégrer. Donc, il est beaucoup question de comment les porteurs de dispositifs d'accompagnement coopèrent après le financement du projet, mais pas avant. Est-ce qu'il est possible hein, de définir des partenariats pour enrichir hein, le projet avant le dépôt? Alors, oui, bien sûr, mais par contre, nous, aujourd'hui, on n'a pas la main sur cette communauté, entre guillemets, qui ne forme pas communauté, justement, de potentiels candidats à cet appel à projet. Si c'est ça qui est derrière la question, de se dire finalement, là, vous étiez tout à l'heure, à un moment donné, 90 participants, je crois, inscrits. On n'a pas, là, on ne fera pas une animation des 90 participants parce que vous ne formez pas aujourd'hui communauté. Il doit y avoir, j'imagine d'ailleurs, tout un tas de participants variés. Donc, bien sûr, vous, dans votre écosystème d'accompagnement autour, vous pouvez échanger avec d'autres accompagnateurs pour enrichir la solution, le programme que vous proposez. En revanche, nous, on ne va pas pouvoir, je ne vois pas comment on ferait, animer ces futurs éventuels candidats répondants, même si j'y vois bien l'intérêt. Au sein des... si par contre, dans les répondants, il y a bien sûr des acteurs qui font partie des communautés déjà animées par la VISE ou déjà existantes, ou d'ailleurs pas du tout animées par la VISE, mais animées par quelqu'un d'autre, on peut imaginer du coup que ces animateurs de communautés facilitent en effet les échanges pour répondre à cet appel à projet. Mais nous, on ne pourra pas le faire au nom de cet appel à projet-là avec les futurs candidats éventuels. Voilà. Il y avait encore quelques questions, mais je pense qu'on a l'occasion d'en parler. Vous aurez l'occasion de les poser lors du prochain tout à fait, le 28 mars, à 14h30. Et ben, c'est très bien.
Et ben, du coup, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez. J'espère aussi, bien sûr, que vous allez répondre à l'appel à projet. Et on se retrouve le 28 mars dans une session, du coup, voilà, assez libre où vous pourrez poser l'ensemble des questions qui vous restera encore en tête pour bien répondre avant le 26 avril. Merci, au revoir.